est comme ça. Virage extrême. De représentation de la France, de un modèle de qui nous sommes en tant que pays. Bonjour Eric Deschmecker. Alors pour vous présenter en quelques mots, vous êtes professeur de droit, vous enseignez à l'université de Melbourne en Australie. Vous intervenez souvent dans la presse calédonienne parce que vous essayez de développer une pensée surtout juridique d'un point de vue loyaliste, donc pro-française. La Nouvelle-Calédonie est doublement intéressante parce qu'elle permet d'ouvrir la discussion sur les territoires outre-mer qui sont comme les grands oubliés de la pensée politique, stratégique, juridique, économique en France. Alors pour commencer, si vous le voulez bien, parlons d'un sujet qui est très révélateur du problème en Nouvelle-Calédonie, qui est le projet de dégel du corps électoral. Il a provoqué de violentes émeutes sur l'archipel en mai 2024. L'ouverture du corps électoral, gelé depuis les accords de Nouméa en 1998, aurait pour conséquence immédiate d'affaiblir les indépendantistes dans les urnes. Quel bilan tirez-vous de ces émeutes ? Merci de votre invitation. Effectivement, la Nouvelle-Calédonie a été sous le feu de l'actualité en 2024 avec ce projet de dégel du corps électoral, mais surtout évidemment les émeutes qui ont suivi. Alors pour essayer, comme vous le dites, d'essayer de comprendre certains éléments fondamentaux et de prendre un peu de recul sans entrer dans le détail du droit électoral qui peut être extrêmement complexe. Donc effectivement, même avant Nouméa, depuis les accords de Matignon en 1988, on a restreint le corps électoral, le corps des gens qui sont admis à voter à la fois au référendum d'autodétermination et aux élections notamment provinciales. Le détail est d'ailleurs tellement complexe qu'il est maintenant clair que les partis loyalistes et indépendantistes, lorsqu'ils ont signé l'accord de Nouméa, qui a ensuite été transcrit dans l'ordre juridique par une loi organique, n'étaient sans doute pas d'accord sur ce qu'elles signaient. Il y a en fait deux interprétations de ce sur quoi on se serait mis d'accord à l'époque. L'une qui est de dire que pour être admis à voter, il faut avoir été là au moment de ces accords si on ne vient pas de là-bas. C'est ce qu'on appelle le corps électoral gelé, ou alors être les descendants de ces gens. Par rapport à une deuxième interprétation plus ouverte, qui est qu'il faut avoir eu en gros 10 ans de résidence au moment de l'élection, si encore une fois on n'est pas de là-bas. Le corps électoral glissant. Pour des raisons de politique, on va dire quand même assez bassement politicienne, l'interprétation étroite a fini par prévaloir, a été inscrite dans la Constitution, mais simplement en 2007. Et donc, le paradoxe, c'est que le projet de 2024, c'était par beaucoup de côtés revenir à ce qui était, à mon sens, l'interprétation correcte de l'accord de Nouméa, un corps glissant sur 10 ans. Alors, les indépendantistes n'en veulent à aucun prix, sous aucun prétexte. Pourquoi ? Je crois qu'il y a deux raisons. L'une qui est encore une fois de politicienne, les urnes. Ce corps électoral étant restreint par définition exclu. Qui exclut-il ? Eh bien, il exclut les gens qui ne sont pas suffisamment de là-bas, qui sont arrivés trop récemment, même si ça peut commencer à faire maintenant très longtemps. C'est-à-dire essentiellement ce qu'on appelle des métros, donc des Français venus de métropole et installés en Nouvelle-Calédonie. Or, structurellement, puisque le vote indépendantiste se fait selon des lignes quasi parfaitement ethniques, les Kanaks votent pour et les autres votent contre. Il y a quelques exceptions évidemment, mais enfin globalement c'est ça. Les gens qui sont exclus sont des gens qui auraient tendance à voter un non, enfin à être anti-indépendantistes. Donc évidemment ouvrir, dégeler partiellement ou complètement le corps électoral, c'est renforcer structurellement le poids des anti-indépendantistes. Mais il me semble qu'il y a des choses beaucoup plus fondamentales qui se jouent, dont on parle très peu, voire pas du tout. L'idée de ce corps électoral restreint, on peut voir ça de manière purement technique, il y a un droit électoral, des gens qui peuvent voter, des gens qui ne peuvent pas voter. Mais derrière, il y a une idée beaucoup plus profonde qui est celle du peuple calédonien. Qui a voix, qui a légitimité pour parler, pour décider de l'avenir de l'île.
Alors la notion de peuple calédonien n'existe pas juridiquement. En revanche, depuis Nouméa, vous avez un concept de citoyenneté calédonienne. Mais cette citoyenneté est définie de manière assez inhabituelle. C'est-à-dire les citoyens, ce sont ceux qui ont le droit de vote, ce qui est un renversement de ce qu'on pourrait être la perspective habituelle ou logique. Vous êtes citoyen, donc vous pouvez voter. Là, c'est l'inverse. Le droit électoral dit que vous pouvez voter, donc vous êtes citoyen. Donc en un sens, vous faites partie de ce peuple calédonien. Donc toucher au droit électoral, c'est toucher à ça. Et cette idée de peuple calédonien, qui est une idée, enfin, qu'est-il, existe-t-il même? Si on essaye de remonter l'histoire, je crois que le point fondamental, c'est en 1983, c'est un événement qui a été très largement oublié, qui est la table ronde de Nainville-les-Roches. Nainville-les-Roches étant une petite ville, un petit château très moulinsaresque, pas très loin de Melun. Et donc on est en 1983, donc on est avant le début des événements, on est un an avant la fondation du FLNKS, mais déjà le mouvement indépendantiste a pris son essor, s'est déclaré en faveur de l'indépendance, et je crois dans l'espoir de rendre plus acceptable leur désir d'indépendance. On est à la toute fin de ce processus mondial de décolonisation. Les représentants indépendantistes, c'est-à-dire encore une fois les leaders du peuple kanak, acceptent, dans une sorte de ce qu'ils voient comme un compromis historique, d'ouvrir la légitimité à s'exprimer sur les affaires calédoniennes au-delà de ce peuple premier, ce peuple autochtone, à ce qu'ils appelaient les autres victimes de l'histoire, c'est-à-dire les descendants d'autres communautés venues souvent effectivement pour des raisons assez douloureuses en Nouvelle-Calédonie, donc les descendants des bagnards européens, des travailleurs sous contrat vietnamiens, etc. Et donc de dire, vous aussi, vous allez pouvoir participer à l'avenir de l'île, vous avez une voix, en revanche, nous excluons les autres, donc encore une fois, essentiellement les Européens arrivés de trop fraîche extraction. Et donc, alors le paradoxe, quelque chose que peu de gens ont l'air de remarquer, c'est que bien que ce soit les indépendantistes eux-mêmes qui en quelque sorte décidaient de ce corps électoral, bon ça n'a jamais été ratifié par l'autre partie, mais c'est effectivement ce qui est devenu notre droit, même si eux voient ça comme une ouverture vers l'autre, le paradoxe c'est que le droit électoral actuel, même s'il avantage structurellement la population kanak, revers encore une fois très largement du mouvement indépendantiste, ne la favorise pas suffisamment pour lui donner une majorité dans les urnes. C'est qu'ils ont eux-mêmes accepté une définition de ce corps électoral qui en fait structurellement les a mis en minorité, et on a vu en 2021 le résultat de ce processus. Mais encore une fois, toucher à des règles de droit électoral, c'est beaucoup plus que toucher au droit électoral, c'est toucher à l'idée même de qui est un citoyen, qu'est-ce que le peuple calédonien, et donc pour les indépendantistes, y toucher, et encore plus y toucher de manière unilatérale, c'est s'en prendre à leur rêve d'indépendance, et c'est s'en prendre à leurs choses. Et c'est donc un casus belli. Ouais. Et donc nous sommes aujourd'hui le 27 janvier 2025. Où en est ce projet de dégel du corps électoral ? Alors comme vous le savez sans doute, donc il a été suspendu puis enterré. Il est de toute manière devenu caduc puisque le texte ne pourrait pas être pris en l'état. Voilà, l'État français comme toujours, faible avec les forts et fort avec les faibles. La question évidemment, c'est de savoir s'il va être ressuscité d'une manière ou d'une autre. Bon, les référendums d'autodétermination, c'est dans le passé, mais il reste les élections provinciales. Et les élections provinciales, c'est vraiment fondamental en Nouvelle-Calédonie. C'est également elle qui détermine le Congrès et donc l'exercice de toutes ses prérogatives. Donc c'est vraiment les élections fondamentales. Elles ont déjà été
décalées, mais elles vont devoir avoir lieu avant la fin de l'année. Et comme s'il faut changer les règles du droit électoral, c'est quand même changer la Constitution. Parce que, par exemple, ces dérogations allant à l'encontre de tous les principes du droit ordinaire, il a fallu les mettre dans la Constitution pour les sécuriser. Il faudrait avoir un accord très rapidement. Donc le gouvernement espère que les partis locaux, c'est la logique calédonienne, c'est qu'en gros, on dit aux partis loyalistes et indépendantistes, mettez-vous d'accord, faites ce que vous voulez, mettez-vous d'accord, et ensuite on ratifiera par la loi. Donc le gouvernement aimerait que d'ici la fin mars, ces gens qui sont donc maintenant dans une tension qu'on n'avait pas vue depuis 40 ans, voire peut-être jamais, s'embrassent, s'aiment d'amour tendre, se mettent d'accord sur un projet global qui remplacerait l'accord de Nouméa, et qu'on puisse passer à l'étape suivante. Donc j'ai des nouvelles pour vous. Je peux annoncer en exclusivité mondiale aux auditeurs de conflit, it's not going to happen. Il ne va pas y avoir d'accord global avant fin mars sur la Nouvelle-Calédonie. C'est encore un vain rêve. Et donc la question de savoir à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez, s'il n'y a pas d'accord, l'alternative, c'est soit une deuxième tentative de, on dirait passer en force, mais c'est pas passer en force, c'est simplement dire techniquement, on n'a pas besoin de l'accord des partis sur place, c'est le gouvernement, le constituant, le Parlement français, en sa qualité de constituant, fait évidemment ce qu'il veut, il pourrait refaire passer un projet de loi. C'est, à mon avis, une vue de l'esprit. On a un gouvernement qui est en sursis permanent, un président qui est lui-même en sursis. Il me paraît inimaginable qu'il retente quelque chose comme l'année dernière, vu ce qui s'est passé. Et donc, très vraisemblablement, on va aller aux élections provinciales avec un corps gelé, ce qui va délégitimer dans une assez large mesure ces élections, surtout évidemment si le résultat semble en dépendre. Si la majorité au Congrès bascule, semble-t-il, à cause des règles du droit électoral ou, qu'à Dieu ne plaise, si la province sud, qui est le bastion loyaliste, c'est là qu'est Nouméa, c'est là qu'est la population non kanak essentiellement, si elle basculait dans le camp indépendantiste, bon là ce serait une catastrophe pour la Calédonie française, mais ce serait évidemment extraordinairement problématique si les élections se sont faites avec un corps électoral gelé, encore une fois en opposition avec tous nos principes. Et quoi qu'il arrive, on sait déjà qu'il y aura des recours qui vont être intentés, c'est-à-dire que des électeurs qui ont demandé à s'inscrire et à qui on aura refusé l'inscription sur la liste électorale vont se plaindre. Ils vont intenter des recours devant les juridictions françaises où a priori ils perdront, puisqu'encore une fois c'est dans la Constitution elle-même que cela est prévu. Ils iront ensuite devant la Cour européenne des droits de l'homme. Il se trouve que la Cour européenne des droits de l'homme a déjà rendu une décision sur un cas très similaire. Donc on sait déjà, sauf revirement de jurisprudence, mais selon ce qu'elle a elle-même déjà dit, elle condamnera l'État français pour cette restriction illégitime au suffrage universel. Et donc la France se fera condamner à Strasbourg pour le non-dégel du corps électoral. Donc le gouvernement est dans la bouille. Mais ça, c'est-à-dire qu'il n'a à s'en prendre qu'à lui-même. Mais ce projet en lui-même, Éric Deschmecker, est-ce qu'il ne vous paraît pas complètement stupéfiant? Parce que en Nouvelle-Calédonie, qui est pourtant un territoire français, qui a même décidé par 3 fois de le rester, un citoyen français devrait attendre 10 ans avant de pouvoir participer à la vie politique de l'archipel. Donc si on regarde les choses en face, un étranger qui vit en France met moins de temps pour acquérir le droit de vote qu'un Français en Nouvelle-Calédonie. Donc... alors vous prêchez un converti, un convaincu. Je suis effectivement pour ma part pour un dégel total du corps électoral, au sens où il me semble que les restrictions étaient justifiées par un moment très particulier de l'histoire. Pendant cette période de décision, de décolonisation, on restreint la capacité à s'exprimer aux gens qui ont réellement une voix, pour des raisons historiques, une voix légitime au chapitre.
Cela étant fini depuis 2021, on en revient aux règles du droit ordinaire pour des élections infranationales sur le territoire de la République. Mais je suis très seul. Parce que les loyalistes aussi défendent pour l'essentiel un corps électoral glissant, c'est-à-dire une restriction, mais une restriction moins importante, donc une ouverture partielle de ce corps électoral. Alors certains le font pour des raisons de réalisme politique, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas politiquement espérer davantage que ça, et ce serait déjà bien parce que ce serait redonner beaucoup d'oxygène au camp anti-indépendantiste, en fait lui redonner probablement une majorité structurelle, mais d'autres soutiennent ces restrictions dans le camp loyaliste par conviction, et ça c'est quelque chose que beaucoup de gens ne voient pas en métropole, c'est-à-dire que beaucoup de Calédoniens d'ancienne extraction, enfin de Calédoniens d'origine européenne mais présents sur la terre depuis plusieurs générations, donc les Caldoches de vieille extraction, ne veulent surtout pas que le dernier métro débarqué à la Tontouta puisse voter aux élections. C'est la Calédonie, c'est leur terre, c'est eux qui sont légitimes, au moins autant, voire davantage que la population kanak. Et eux aussi ont cette idée que c'est à eux de décider, et certainement pas, encore une fois, toutes les personnes de passage. Mais là encore, si je suis pour une ouverture complète du corps électoral, c'est, pour prendre un petit peu de recul, c'est précisément parce que, comme j'essaie d'expliquer, ce corps électoral est conçu comme le revers de la citoyenneté calédonienne et donc de l'existence de ce peuple. Or, je crois qu'il n'existe pas de peuple calédonien, il existe de très nombreuses communautés, puis des individus aussi qui ont quand même leur singularité. Il y a un peuple autochtone, mais ça n'entraîne pas de conséquences juridiques et c'est heureux. Ensuite, vous avez évidemment des gens qui ont un rapport à la terre qui est différent, mais ça c'est normal, comme partout ailleurs. L'idée qu'il y aurait deux catégories de gens en Nouvelle-Calédonie, ceux dont c'est la terre, qui sont là depuis très longtemps ou depuis toujours, qui l'aiment, qui s'en soucient, qui la connaissent, qui on voit au chapitre, et les autres, me paraît socialement sans fondement. C'est une réalité qui est beaucoup, beaucoup plus complexe, qu'on ne peut pas couper comme ça en deux. Et encore une fois, le principe de la démocratie, c'est de donner le droit de vote à tous les gens qui remplissent les conditions ordinaires, y compris ceux qui ont débarqué le plus récemment. Comment se fait-il qu'après 3 référendums, les indépendantistes n'ont pas renoncé? Est-ce qu'ils espèrent pouvoir en imposer un nouveau et le gagner à la fin? Alors effectivement, comment dirais-tu en anglais, they do not take no for an answer. Enfin, c'est une fois, 2 fois, 3 fois. Je crois qu'effectivement, ils ont cette idée, ils se sont mis dans la tête, on leur a mis dans la tête qu'ils avaient un droit naturel et inaliénable à avoir leur propre pays. Alors même évidemment que la Kanaki n'a jamais existé en tant que communauté politique organisée, en tant qu'État, alors même que, pour le dire de manière un petit peu provocatrice, les Kanaks ne forment sans doute pas un peuple, au sens où ils forment différents peuples, ils parlent plusieurs dizaines de langues qui ne sont pas mutuellement intelligibles. C'est le grand génie de Jean-Marie Djibaou, qui est donc le leader historique, c'est de les avoir convaincus qu'ils formaient un peuple qui avait le droit à disposer de lui-même. Mais donc évidemment, ils sont convaincus d'avoir le temps pour eux, que c'est inéluctable, que tout ça n'est que partie remise. Et effectivement, et je crois que d'ailleurs l'État a une lourde part de responsabilité là-dedans aussi. On les a encouragés dans cette idée qu'ils pouvaient être indépendants, qu'ils seraient indépendants, que ça se ferait aux frais de la France, donc il n'y avait pas à s'inquiéter. C'est toute la logique de Nouméa. La logique de l'accord de Nouméa n'a de sens que si au final ce territoire prend son indépendance. C'est-à-dire s'il refuse de le faire, on ne sait pas quoi faire. On dit bon, on se réunira
pour aviser. C'est aussi la logique de ce qui s'est passé depuis le 12 décembre 2021. Ça fait quand même maintenant plus de 3 ans que ce dernier référendum a eu lieu. Il me semble que dès le soir du troisième référendum, l'État aurait dû solennellement déclarer que la Nouvelle-Calédonie avait souverainement décidé de rester française, que le processus de décolonisation était achevé. Il aurait dû avoir prévu à l'avance, préparé un ou plusieurs projets, les avoir proposés. Ne l'ayant pas fait, plus le temps passe et plus il laisse s'installer cette idée que oui, il y a eu 3 référendums, donc la Calédonie n'est pas indépendante pour le moment, mais ce processus continue ou pourrait continuer. Et effectivement, oui, je crois que depuis le soir du 12 décembre 2021, les indépendantistes, quelle est l'étape suivante? Comment est-ce qu'on recommence à aller vers, c'est encore la seule réponse qu'ils sont prêts à accepter, qui est leur indépendance. Ils voudront un nouveau référendum. Quand on ne sait pas, quand ils penseront le pouvoir l'imposer et le gagner. Et comment? Mais effectivement, c'est là qu'on en revient en particulier au gel du corps électoral. C'est-à-dire, si on en reste à ce corps gelé, chaque année qui passe, il avantage structurellement un peu plus les gens qui votent pour l'indépendance. Et puis aussi, et là c'est quelque chose, on a fini par en parler un petit peu, mais c'était un grand impensé de ce qui s'est passé en 2024, c'est l'exode de la population, notamment d'origine européenne. Évidemment, si ces gens partent, notamment des gens qui étaient installés depuis longtemps et qui votaient pour la France, eh bien, ça travaille dans les urnes pour les indépendantistes, et il n'est évidemment pas interdit de penser que c'était l'objectif de ces exactions. Alors, une question peut-être plus piquante, plus provocatrice, mais en ne reconnaissant pas les référendums, c'est finalement le vote des Caldoches qui vivent pourtant en Nouvelle-Calédonie depuis près de 150 ans, que les indépendantistes ne reconnaissent pas. Sous-entendu, la Nouvelle-Calédonie appartient aux Kanaks selon un critère parfaitement ethnique. Et est-ce que les indépendantistes sont clairs avec ça ? Effectivement, le paradoxe, c'est que, à bien des égards, ce sont les indépendantistes, ou si vous préférez, les Kanaks, qui ont décidé par eux-mêmes de qui aurait voix au chapitre, ce peuple calédonien, qui comprend donc également. Là, une chose que beaucoup de gens ne réalisent pas non plus en métropole, c'est qu'il y a énormément de gens qui ne sont ni européens, ni mélanésiens en Nouvelle-Calédonie, mais il y a énormément de Polynésiens, notamment venus de Wallis et Futuna. Il y a une grande part d'Asiatiques également. Absolument, venus du Japon, du Vietnam, de Java. Vous avez aussi des descendants de la grande révolte kabyle. Enfin, c'est un melting-pot absolument fascinant qu'on trouve sur place. Mais effectivement, je crois donc ils ont défini ce peuple calédonien dans lequel clairement les Kanaks sont au cœur, sont au centre, tout s'organise autour d'eux. Ensuite, ça se fait de manière différente. Vous avez évidemment de très très nombreuses nuances, pour ne pas dire des désaccords maintenant assez fondamentaux parmi les indépendantistes. Pour simplifier, vous avez les modérés du Palika qui, je crois, ce qu'ils voudraient, c'est que tout continue comme aujourd'hui, mais en changeant de drapeau. Donc que ce soit d'autres personnes qui décident, les Européens sont les bienvenus, ils peuvent continuer à faire tourner l'économie de l'île, etc. Alors, ça n'est pas possible, c'est un plan qui n'est pas, ça ne peut pas se réaliser, mais c'est très différent de l'Union calédonienne, qui est les indépendantistes nettement plus radicaux, et qui se sont d'ailleurs, je crois, beaucoup radicalisés, qui sont, je crois, nettement plus, ethnocentrés, pour ne pas dire une forme d'ethno-suprémacisme des Kanaks sur la terre de Kanaki. Il y a malgré tout, il y a une chose intéressante qui est le mouvement, l'idée de l'océanité
était un discours qu'on retrouve assez fréquemment chez les indépendantistes, c'est l'idée de vouloir faire rentrer les Polynésiens, notamment les Wallisiens, dans une même, de dire nous sommes océaniens, nous nous comprenons, nous sommes frères, allions-nous, aimons-nous, unissons-nous contre le colon européen et ensemble faisons-le partir. C'est, je crois, d'une hypocrisie assez consommée. Je crois que c'est de la pure tactique électoraliste pour agrandir leur marge de manœuvre et atteindre une potentielle majorité. Je crois que les Wallisiens, notamment, n'ont pas oublié comment le lotissement de l'Ave Maria, je ne pense pas qu'on soit connu en métropole, mais l'Ave Maria, c'était un lotissement occupé par des Wallisiens à côté, enfin vraiment c'est parti de la tribu de Saint-Louis, qui est la tribu qui pose, qui est espèce de gangrène de la Calédonie depuis des dizaines d'années. C'est là que se sont passés tous ces événements l'année dernière, la route qui a été barrée pendant des mois, etc. Cette tribu Kanak, les Kanaks à un moment ont torché le lotissement et ont fait fuir par la force les Polynésiens. Donc je ne crois pas du tout à cette idée d'entente océanienne, mais ça fait partie du discours que certains développent, je crois précisément pour éviter de ne pas trop racialiser la question de l'indépendance. Alors, dans l'un de vos articles pour Conflit, vous reprochez aux loyalistes d'être un peu en retard par rapport aux indépendantistes qui semblent leur imposer un rythme beaucoup plus fécond intellectuellement, comme si les loyalistes avaient, dans un langage plus militaire, une guerre de retard. Pourquoi cette critique ? Effectivement, alors, ce qui me semble exact, c'est que les loyalistes sont historiquement beaucoup trop appuyés sur l'État, en pensant vraisemblablement que c'était à l'État français de travailler pour la Calédonie française, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que l'État français ne travaille pas nécessairement pour la Calédonie française. Je crois qu'il a d'autres intérêts, d'autres priorités. Et le revers de ça, c'est qu'ils ont beaucoup trop peu fait ce travail d'intelligence collective, ce travail de mise en réseau, ce travail de création d'une doctrine universitaire, notamment le fait d'aller à New York tous les ans au groupe des 24 qui continue, enfin qui s'occupe de la situation dans les territoires considérés comme non autonomes par l'ONU, parce que la France n'a jamais demandé à ce que la Nouvelle-Calédonie en soit retirée. Les indépendantistes, je crois qu'il faut le reconnaître, ont su créer, développer un corps de doctrine relativement étayé, même si par certains côtés il est aussi un peu paresseux, facile, au sens où c'est très facile d'être indépendantiste, ça donne le sentiment qu'on est dans le sens de l'histoire, que on défend le pauvre opprimé contre l'oppresseur, ce qui évidemment rentre en écho avec tous les gens qui dans le monde pensent résister eux-mêmes à l'oppression, donc ça crée des liens assez naturel, mais le résultat de tout ça, c'est donc ces gens qui, je crois, assez largement pensent être dans le sens de l'histoire, même si je crois qu'ils n'ont pas compris que nous ne sommes plus à la conférence de Bandung. Ces gens ont fait un certain travail. En face, il n'y a pas grand-chose pour répondre intellectuellement en termes de doctrine, développer un discours, une armature de la Calédonie française, et pas que d'ailleurs. Et c'est un véritable problème, c'est un problème à long terme parce que si on gagne politiquement, et on devrait gagner, ça n'a de sens que si on est capable ensuite de faire vivre cette Calédonie française et pas de revenir au point de départ qui est de considérer que c'est une colonie dont la décolonisation n'a jamais été faite ou achevée. Ça a aussi des conséquences à nettement plus court terme. Il y a quelques mois, j'ai un peu en catastrophe essayé d'écrire un article de doctrine universitaire pour expliquer qu'il n'y avait pas de droit continu à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire qu'un territoire de la République ne peut pas demander, exiger unilatéralement de faire sécession. C'est-à-dire
tout ce travail, ce corpus juridique dans mon cas, mais évidemment dans toutes les autres disciplines aussi, qui n'a pas été fait. Je crois qu'on en paye le prix, on va continuer à le payer. Et vu de Paris, que représente la Nouvelle-Calédonie pour la France? Parce que on ne peut pas dire que la vie de l'archipel émeuve beaucoup l'opinion en métropole, c'est à peine si elle a suivi les différents référendums. Pensez-vous qu'on puisse garder la Nouvelle-Calédonie française, même dans ces conditions? Parce que, en réalité, devant tous les ennuis et les coûts, se pose la vraie question, faut-il la garder? Effectivement, l'intérêt des métropolitains va de crise en crise, c'est-à-dire que lorsque ça flambe et que ça saute, les caméras arrivent et puis elles repartent. Ce qui est terrible parce que ça renforce ce préjugé que ce sont des terres à problème. Peut-on garder la Calédonie française? Faut-il la garder? J'aurais tendance à renverser l'ordre des questions. Faut-il que la Calédonie reste française? La réponse est évidente. Oui, bien sûr, parce qu'elle fait partie de la France et c'est la seule chose qui compte. Penser en termes de coûts ou même d'ailleurs d'avantages, de bénéfices, c'est déjà rentrer dans une logique utilitariste. Je ne me soucie pas de savoir si la Creuse ou si en son temps l'Alsace-Lorraine nous rapportait. On se bat pour son pays. Alors, s'il le fallait, je pourrais vous vendre la Nouvelle-Calédonie française en termes de richesse actuelle, en termes de richesse potentielle, en termes aussi bien sûr de richesse immatérielle, les avantages stratégiques considérables, ce qui a trait à la grandeur, à la puissance de la France, à son identité, etc. Mais encore une fois, c'est une logique dans laquelle je ne souhaite pas rentrer parce que ce n'est pas une question de coût-bénéfice, ce sont nos compatriotes et nous allons les défendre. Le peut-on? Oui, bien sûr qu'on le peut. Je crois que c'est une simple question de volonté politique. Juridiquement, tous les éléments sont maintenant en place. Notre souveraineté n'est pas, je crois, menacée. Bon, l'Australie garde un œil, c'est normal, mais elle a très peu de moyens. La Chine, contrairement à ce qui est souvent répété, je crois, relativement respectueuse de notre souveraineté. Alors, évidemment, elle est là et elle regarde, et le jour où on partira, dans la quinzaine, c'est plié, mais pour l'instant, je crois qu'elle se contente de faire un travail d'influence, mais elle n'interfère pas dans nos affaires. Vous avez Bakou, évidemment, mais je pense qu'on peut régler le problème azéri. Quant à la question sécuritaire, oui, il y a eu des troubles graves, mais j'aurais envie de dire, si on s'était intéressé aux causes depuis 30 ou 40 ans, plutôt que d'arriver avec la lance d'eau pour éteindre l'incendie une fois qu'il est provoqué, peut-être qu'on n'en serait pas arrivé là. Et il n'est jamais trop tard pour essayer de mieux faire. Et de manière parfaitement cynique, mais je crois qu'on peut dire, il y a eu des troubles très violents, ils ont pu être réglés en quelques semaines. Vous savez, la Nouvelle-Calédonie, c'est grand géographiquement, mais il y a moins de 300 000 habitants. Oui, l'État français est capable de maintenir l'ordre en Nouvelle-Calédonie, c'est une simple question de volonté. Je vous propose qu'on élargisse encore un peu pour prendre une lunette beaucoup plus globale qui est celle des Outre-mer, qui est tout de même le principal avantage stratégique de la France. C'est parce que la Nouvelle-Calédonie, en réalité, pose plus largement le problème de rapport à la France, à ses territoires outre-mer. Alors, hormis la Nouvelle-Calédonie, est-ce qu'il existe des mouvements de contestation ou des voix indépendantistes structurées qui réclament l'indépendance de leur territoire ? Alors oui et non. Nulle part de manière similaire à la Nouvelle-Calédonie. Ce qui est unique à la Nouvelle-Calédonie, c'est la force numérique du mouvement indépendantiste, sa propensité à la violence et son enracinement dans un peuple autochtone qui évidemment lui donne une légitimité qu'il n'aurait pas ailleurs. Aux Antilles, par exemple, vous avez un très fort mouvement de ressentiment anti-métropole, anti-français, anti-blanc.
mais ça n'a strictement rien à voir. C'est assez, mais parfois c'est amusant de voir des Antillais créoles ou directement d'origine africaine se prendre pour des colonisés. Ils ne sont absolument pas colonisés. Les Européens sont arrivés avant eux. Mais ils ont internalisé des logiques qui ne sont pas les leurs. L'autre territoire d'outre-mer où il y a un assez fort mouvement indépendantiste, c'est la Polynésie française. D'ailleurs, ils sont techniquement au pouvoir, mais c'est très différent parce que les indépendantistes polynésiens ne sont pas nécessairement indépendantistes, et puis surtout, on ne vote pas nécessairement pour eux parce qu'ils sont indépendantistes. Mais bon, l'actuel un chef du gouvernement a dit qu'il espérait un référendum d'autodétermination d'ici à 15 ans. C'est typiquement quelque chose sur lequel il faut garder un œil maintenant, faire maintenant le travail pour que dans 10 ou 15 ans, on ne soit pas dans une situation beaucoup plus problématique. Mais donc c'est très très différent de ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Donc, oui, sinon vous avez des mouvements indépendantistes en Guyane. Ça commence même à La Réunion, à Mayotte, qui sont pourtant des forteresses loyalistes. Donc, il y en a partout. Il y en a en Bretagne, en Normandie. Enfin, tout n'est pas à prendre au sérieux. La Nouvelle-Calédonie est véritablement unique en termes de la force de ce mouvement et du danger qu'il présente. Mais attention aux dominos. Oui, au sens où, effectivement, c'est-à-dire que la vague des décolonisations est finie. Le dernier territoire qui avait quitté l'orbite française avant, c'était Djibouti. Si la Nouvelle-Calédonie venait à tomber en ce sens-là, enfin à cesser d'être française, ou que la situation devenait véritablement intenable, alors là où il faudrait faire très très attention, soit si l'un s'en va, d'autres suivront. Ouais. Alors, lors d'un entretien que j'avais fait avec Nicolas Mesdorf, donc, qui est député loyaliste de Nouvelle-Calédonie, il m'avait dit que le gros problème de la France pour lui, c'est qu'elle n'avait aucune ambition pour ses outre-mer. Allez-vous dans son sens ? Oui, j'irais même plus loin, je dirais que ces territoires sont abandonnés. Ce qui n'est pas incompatible, beaucoup de gens diront mais il nous coûte une fortune. Alors d'abord c'est pas vrai, il ne nous coûte pas une fortune, il y a des transferts financiers, comme partout dans tous les pays au monde, les territoires centraux, la métropole, la capitale fait vivre le reste du pays. Ça n'est pas incompatible donc avec ces transferts financiers, la politique du chèque social, ni avec le fait que la gendarmerie mobile est désormais établie sa demeure à l'année dans ces territoires. Le chèque social et la matraque, c'est un petit peu les deux aspects de la politique de la France envers ces territoires, ce qui est à mon sens exceptionnellement triste et assez méprisant envers eux. En fait, on ne les connaît pas, on ne les aime pas. Je suis même assez convaincu qu'on s'en méfie. Alors, je ne vais pas vous donner un plan en 10 points sur ce qu'on peut faire pour l'outre-mer. En revanche, ce qui me paraît intéressant, c'est de réfléchir plus fondamentalement au pourquoi de ce manque d'ambition, de cet abandon de ces territoires. Et il me semble y avoir pas mal réfléchi que fondamentalement, ce qui se joue là-bas, c'est le conflit entre deux représentations de la France, un modèle de qui nous sommes en tant que pays. Vous avez un premier modèle qui était historiquement dominant, dans lequel la France, c'est une terre européenne, c'est le Finistère de la péninsule eurasienne. Et dans ce modèle, forcément, tout ce qui est français, mais qui n'est pas en Europe, ne peut pas être en France, n'est pas la France. Donc qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ça peut être une possession de la France, une dépendance, une colonie. Et c'est évidemment le modèle de l'Empire. Vous avez la métropole, le pays et l'Empire. Et c'est le modèle qui a prévalu jusqu'en 1946. 1946, comme vous le savez, plus ou moins du jour au lendemain, la France abolit son empire colonial. Et donc tous ces territoires qui étaient des colonies deviennent des territoires de la République française. Ils sont désormais
en France. Alors la plupart évidemment sont partis au moment de la décolonisation, mais ceux qui sont restés sont toujours aujourd'hui des départements ou des territoires non départementalisés, ultramarins de la France. Et on bascule, mais là je crois que les gens n'en ont pas suffisamment conscience, dans un modèle complètement différent de ce qu'est la France, dans ce modèle qui inclut ces territoires, dans lequel Nouméa est désormais en France. La France devient un pays unitaire, transcontinental. Vous avez une France européenne, mais vous avez également une France aux Amériques, une France dans l'océan Indien, une France dans l'océan Pacifique. Et toutes ces terres sont françaises, elles sont en France. Le problème, c'est que on n'a jamais poussé cette logique jusqu'au bout d'air, on l'a jamais poussé très loin, peut-être même que ça reste avant tout des mots. On dit que Nouméa c'est en France, que la Nouvelle-Calédonie c'est la France. Est-ce qu'on y croit réellement? Je n'en suis pas convaincu. Constamment, on en revient à un modèle dans lequel la France, c'est en réalité ce qui est en Europe, c'est ce morceau de la péninsule eurasienne. J'en veux pour preuve, prenez une carte de France dans les journaux, au moment des résultats des élections, dans vos toilettes, beaucoup de gens ont une carte de France à l'intérieur, 9 chances sur 10, 99 chances sur 100 que cette carte soit une carte de la France métropolitaine avec la Corse en petite incise. Donc ces territoires que l'on dit être la France sont en réalité constamment perçus comme ayant un pied dedans, un pied dehors. Ils sont en réalité perçus comme étant extérieurs. Mais alors que sont-ils s'ils ne sont pas la France mais qu'ils sont en France, qu'ils font partie du territoire de la République? Que sont ces post-colonies? En réalité, je crois qu'on n'a jamais apporté la réponse. On a développé un modèle que l'on n'a jamais poussé très loin. Et ce qui se joue dans ces territoires, c'est précisément le hiatus entre ces deux représentations de la France. Et ce hiatus crée une gêne très profonde. Je crois qu'on ne sait pas quoi en faire, on ne sait pas où ils sont dans notre logiciel mental, et donc on les regarde. Alors il peut y avoir des cocoricots par certains côtés, mais avant tout comme des résidus, des confettis d'un empire qui a disparu et dont on ne comprend pas très bien pourquoi ces territoires, eux, sont encore là. Le manque d'ambition pour les Outre-mer que vous critiquez et que critiquent dans l'ensemble en réalité les populations des territoires ultramarins est assez préoccupant parce que la France est vraiment devenue une puissance mondiale lorsqu'elle a commencé à regarder vers la mer. Et vous avez pour ça développé un concept qui est très intéressant et que vous évoquez souvent, qui est celui de la France des 13 fuseaux horaires. Quelle vision de la France traduit ce concept ? Effectivement, ce que j'essaye de faire, c'est précisément de prendre au sérieux la définition que la France se donne d'elle-même en tant que pays qui vit sur, aujourd'hui, 13 fuseaux horaires de la Terre, si vous incluez la Terre Adélie, qui est un pays, encore une fois, transcontinental. Dans cette vision du monde, dans cette vision de notre pays, la France existe en Europe, mais elle existe également aux Amériques. Vous avez une France américaine, la Guyane, les Antilles, Saint-Pierre-et-Miquelon. Vous avez une France de l'océan Indien, la Réunion, Mayotte, les terres australes et antarctiques. Vous avez une France du Pacifique, la Calédonie, la Polynésie française, Wallis et Futuna, Clipperton. J'entends les gens rire, Clipperton, c'est un atoll inhabité. Oui, c'est un atoll inhabité, mais il contrôle une zone économique qui fait la taille de la France métropolitaine, qui est l'une des plus riches du monde en thon. Enfin, vous avez une France qui vit, encore une fois, de manière unique au monde, unique dans l'histoire sur l'intégralité de la Terre, et ça a encore, je crois, deux conséquences fondamentales. L'une sur la représentation que nous avons de nous-mêmes et l'autre sur la question de notre puissance dans le monde. Pour développer très brièvement les deux, donc encore une fois, dans ce modèle de la France, il faut bien comprendre que si on le prend au sérieux, ça nous oblige à repenser complètement qui nous sommes, ce qui en fait a très peu été fait. Si vous prenez au sérieux le fait que la France vit sur ces 13 fuseaux horaires de la Terre, que vous avez des territoires français dans le monde entier, alors il faut accepter que
La France n'est pas dans l'Union européenne au sens où elle n'y est pas intégralement. À Nouméa, vous n'êtes pas dans l'Union européenne. Elle n'a pas un seul gouvernement. Elle a plus d'une monnaie. Etc., etc. C'est-à-dire que cette France existe encore une fois dans le monde entier. Vous avez des rois coutumiers à Wallis et Futuna. Lorsque l'élection présidentielle a lieu en mai, ça n'est pas au printemps prochain. À Nouméa, c'est l'automne, etc. Cette vision de la France nous force à décentrer notre regard et à commencer à la voir comme une mosaïque, à voir la France comme une mosaïque de terre et de peuple. Et ce qui est fascinant, c'est qu'une fois qu'on a commencé à concevoir l'outre-mer de cette manière, on se rend compte que la même logique est peut-être applicable également en métropole. La métropole française est d'une variété, d'une complexité beaucoup plus grande que ce que le modèle centralisateur jacobin imagine généralement. C'est encore une fois une mosaïque de provinces, de terres, de peuples. Donc encore une fois, cette France nous oblige à repenser qui nous sommes, ne plus partir de Paris, ou ne plus en tout cas s'arrêter à Paris. Et puis il y a une autre dimension qui est sans doute celle à laquelle vous faisiez davantage allusion à votre question, qui est que cette présence mondiale de la France, j'en suis profondément persuadé, c'est notre plus grand atout de puissance. Alors on pourrait lister, si on avait une autre émission, tout ce que ces territoires nous apportent, l'or de Guyane, les satellites à Kourou qu'on lance là-bas parce qu'ils sont proches de l'équateur, le contrôle du canal du Mozambique via nos territoires dans la région, les bases scientifiques dans les régions polaires, les ressources halieutiques de Polynésie, le nickel de Calédonie, les terres rares un peu partout, etc., etc., etc. Mais encore une fois, restons plus fondamentalement, c'est le territoire, c'est peut-être le premier invariant de la puissance. Si vous me demandiez de défendre en 30 secondes le fait que la France garde son siège permanent au Conseil de sécurité plutôt que de le donner au Brésil, au Japon, à l'Allemagne, à l'Inde, eh bien je dirais, voilà, la France existe sur tous les continents du monde, ou en tout cas tous les océans de la planète. Elle est en un sens chez elle partout. C'est quelque chose qui nous est unique, c'est notre spécificité, c'est notre génie, c'est notre identité, c'est notre grandeur. Et c'est peut-être la dernière chose qui fasse que nous soyons davantage que encore une petite puissance moyenne de la péninsule eurasienne et peut-être encore un tout petit peu une grande puissance. Alors, une dernière question, Éric Deschmecker. Quelles seraient vos pistes pour faire vivre et prospérer l'outre-mer français? Si vous deviez nous donner 3 propositions, quelles seraient-elles? Joker sur cette question. Je peux pas vous donner encore une fois un plan d'action avec quelques bullet points. Ce que je peux faire avec d'autres, je l'espère, c'est enfin encourager les gens à changer de perspective sur leur pays, de comprendre qui ils sont encore une fois au monde, à aimer ces territoires, la Nouvelle-Calédonie, tous les autres territoires d'outre-mer, à les connaître, à les comprendre comme une partie d'eux-mêmes, à réfléchir sur leur pays à chaque fois en les incluant, en pensant la France, encore une fois, comme cette entité qui a une emprise mondiale, à cesser, pour le dire assez brutalement, de les voir comme des immigrés de l'intérieur, ce qui est trop souvent le cas. Donc à faire vivre ces territoires. Et je crois que c'est comme ça que l'on fera vivre cette France mondiale, à la fois en métropole et ultra les mers. Je dirais avant tout, changeons notre regard sur ces territoires et puis tout le reste suivra. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup Éric Deschmecker d'avoir pris le temps de nous parler de la Nouvelle-Calédonie et des Outre-mer.
Pour tous ceux qui souhaitent vous lire, on peut retrouver vos articles sur la revue Conflit ou également sur votre page Twitter où vous listez toutes vos publications. Et puis, chers auditeurs, nous vous disons à bientôt.